Mes Bleus n'ont pas de marge face à l'Ukraine. Didier Deschamps nous en fume-t-il à cette question? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. L'émission va débuter maintenant. Félix? Oui. Ouais, nous en fume un peu. Vous allez être face à votre tuteur ce soir, le professeur Dave Apadou, qui a répondu non, le professeur est généreux et préfère tout d'abord vous écouter. Pourquoi vous sentez un peu... Il n'a pas le choix non plus. L'enfumage. Alors, enfumage, pour le coup, c'est un terme un petit peu difficile, mais je pense qu'il ne nous tient pas comme d'habitude, un petit peu l'habitude justement, le même discours qu'à ses joueurs. En vrai, tu vas jouer une équipe issue d'une fédération qui a 2-3 trucs à réfléchir en dehors du football en même temps, qui a 3 titulaires majeurs, dont Lounine, qui est un titulaire vraiment majeur qui sera absent. Le match se joue sur terrain neutre. L'Ukraine, c'est la 26e nation mondiale qui vient péniblement de battre l'Australie. Tu dois normalement assumer ton statut. Moi, je dis qu'il nous en fume parce que je suis persuadé que Didier Deschamps tient un discours inverse à ses joueurs. Une année de Coupe du Monde dont tu es le favori, il faut assumer son statut et battre l'Ukraine, ce qui serait... Quand il dit on n'a pas de marge, ça veut dire que... Non, vous n'avez plus de marge, je suis désolé, 30 secondes sont écoulées. Merci beaucoup. 35. Dave Apadou, vous avez la main, vous l'apercevez quand? Pas comme un infumage de la part de Didier. Non, mais Félix a commencé à se défausser d'entrée de jeu, de toute façon, en disant que c'était un terme un peu fort. Il a bien raison, c'est un terme beaucoup trop fort, et évidemment que Didier Deschamps non plus ne tient pas le discours. Les gars, on a une énorme marge sur l'Ukraine. Le fait est qu'à ce moment-là de la saison, historiquement, la France laisse souvent des plumes. On se souvient contre l'Italie il y a 1 an, contre l'Allemagne il y a 2 ans, contre le Danemark il y a 3 ans, contre l'Ukraine il y a 4 ans, et même contre la Bosnie à la même époque. Forcément, dans cette période où certains arrivent blessés, certains arrivent incertains, certains arrivent avec des problèmes comme Rabiot, dont je ne peux pas penser qu'il est sorti indemne de son épisode, la France n'a pas de marge. Merci. Je vous ai laissé donc là, on peut finir les phrases du coup? Non, je vous ai laissé un peu plus de temps car il était à la fin. J'ai compensé en fait, j'avais calculé. Pas de contestation, mon féfé, vous savez, ce n'est pas une république, l'équipe du soir, une sorte de dictature éclairée. Merci beaucoup Bernard. Président, à vous de jouer, est-ce Dave ou est-ce Féfé, notre rookie? J'ai vu que Féfé, le rookie, il est venu avec son beau stylo, son cahier tout neuf, mais il faut qu'il révise un peu quand même. C'est du packaging. C'est du packaging. Non, sans discussion, le point pour Dave, parce qu'il utilise, à mon sens, les arguments qui font mouche. Évidemment qu'il y a une part de com. Deschamps, il ne va pas dire on va jouer des pompes. Donc on y va tranquillou et ça va passer tout seul. C'est ce que vous pensez, les Ukrainiens sont des pompes? Absolument pas. D'accord. Mais c'est surtout une manière, mettre en avant les qualités des Ukrainiens, c'est une manière de dire que le match va être difficile sans admettre qu'il a des manques, des préparations disparates et, comme le soulignait parfaitement Dave, une période de l'année, on sait que le mois de juin et le mois de septembre sont régulièrement des moments où l'équipe de France, au mois de juin, on a 1000 exemples aussi, j'ai le souvenir d'une équipe de France championne du monde en titre qui se fait détruire en Turquie 2-0 avec une équipe, j'ai vérifié, il y avait Griezmann, il y avait Mbappé, il y avait Pogba, il y avait tout le monde, ils se sont fait marcher dessus. Bon, vous allez me dire c'était en juin, mais au mois de septembre, Bosnie-Ukraine, début des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, catastrophique. On part avec 2 matchs nuls, on se fait peur. Donc c'est l'histoire du foot, c'est aussi pour ça qu'on adore ce sport, c'est parce que dès qu'une équipe qui est censée être au-dessus du lot est un tout petit peu en difficulté dans sa préparation physique ou avec des soucis internes type Mbappé la saison dernière, le premier match contre l'Italie au Parc des Princes, et bien immédiatement tu peux être rattrapé. Ok. Kylian s'est invité dans nos débats. Bernard, je vous lance, c'est un peu anglais parce que Bernard, vous avez suivi l'Ukraine pas mal d'années, je ne sais pas si vous les suivez encore. Toujours, quand Didier Deschamps nous dit il y a une sorte de supplément d'âme, vu le contexte géopolitique, la guerre en Ukraine. Il y a vraiment quelque chose en plus. Non, mais incontestablement, parce qu'ils ne jouent pas seulement pour leur pays, ils jouent aussi pour tous leurs compatriotes qui sont sur le front depuis des années et qui regardent. Et on le voit très bien que ce soit les équipes qui sont engagées en Coupe d'Europe, les équipes ukrainiennes. À chaque fois, c'est suivi beaucoup sur le front russe. Et que oui, il y a ce sentiment de devoir porter l'image, le drapeau. Tous les joueurs rentrent toujours avec le drapeau de l'Ukraine. Oui, il y a ce supplément d'âme incontestable. Après, c'est sur un terrain neutre. Ça sera pas, le match, il se jouera pas. Wrocław, en Pologne. Oui, il se jouera, même s'il y a beaucoup de réfugiés ukrainiens en Pologne. Après, quand Félix nous explique que la France est le grand favori pour la prochaine Coupe du Monde... Non, j'ai dit, t'es l'un des favoris. T'as dit le favori. Donc tu es favori. Tu fais donc partie des favoris. Je ne suis pas sûr que la France soit le favori. Champion du monde entier. Parmi les favoris. Oui, parmi les favoris. Une compétition. Je me permets d'éteindre un incendie naissant. Parmi les favoris, Bernard. Avec Dave Apadou, parce qu'en plus, on sort de la saison la plus longue de toute l'histoire du football international.
On parle que de 15% des footballeurs de haut niveau, mais dont font partie les joueurs de l'équipe de France. Et qu'à un moment, on sait très bien que quand les états de forme sont fluctuants et tous ces joueurs-là ne sont pas à leur meilleur niveau, eh ben forcément, ça gomme par rapport à l'adversité. Et ça, Didier Deschamps, il le sait parfaitement. Les Dembélé et les autres, les Parisiens, ils ont fait une saison à rallonge abominable. Et qu'il ne faut pas s'attendre qu'ils soient très très forts dès le mois de septembre. Donc oui, il y aura un nivellement des valeurs vers le bas concernant la France. Et vers le haut, même si c'est vrai, Félix a raison, il y aura des joueurs absents et des joueurs majeurs. Mais voilà, je m'attends à une partie pas aussi déséquilibrée que celle-là. On garde toujours le meilleur pour la fin, l'équipe du soir, Nicolas Villas. Ça, c'est sympa, ça. Je suis pour une manière sympathique. Ouais, c'est sympa gentil pour moi. Je suis même pas sûr pour moi non plus. Non, Déjà, il a failli pas me dire bonjour avant l'émission. Donc non, pourquoi tu dis ça? Nicolas, vous étiez pour... Je suis un meuble. Vous étiez pour le professeur ou vous étiez pour Féfé? Alors, moi, je suis rarement en phase avec ce que dit Deschamps, parce que sa com ne me passionne pas terriblement. Mais là, je le trouve plutôt juste dans ce qu'il dit finalement. Ce qu'il dit, il n'y a pas de marge. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Bernard, mais il le dit, les joueurs, à force d'enchaîner, je ne sais pas dans quel état de forme ils vont être. Et surtout, il dit un truc qui est très important. Ils vont jouer 6 matchs en 2 mois, l'équipe de France. C'est-à-dire qu'on est quand même, avec ces dingueries de calendrier, on a une Azerbaïdjan. Non, mais il faut les jouer quand même. Non, mais tu vas comprendre où je veux en venir. C'est-à-dire qu'en 2 mois, sur 2 mois, c'est un match de foot, il peut tout se passer. Sur 2 mois, tu vas jouer une qualification pour une Coupe du Monde qui a lieu dans 10 mois. Et lui, quand il dit qu'il n'a pas de marge, c'est-à-dire qu'il n'a pas de marge pour préparer son équipe non plus. Là, tu pars avec un groupe qui va être à peu près la même chose, puisque ça va être l'état de forme dans 2 mois. Tu prépares une Coupe du Monde qui est dans 1 an. Et tu joues tout maintenant sur des matchs en jeu. Enfin, comment tu prépares une Coupe du Monde dans un contexte pareil? Je veux dire, là-dessus aussi, je pense qu'il n'a pas de marge, Didier Deschamps. Il aurait pu tester 2-3 trucs. Et puis l'état de forme des joueurs jusqu'à novembre ne va pas être l'état de forme en fin de saison. Pardon, mais ce que vous dites là comme complexité, le resserrement du calendrier, les autres l'ont, tous les adversaires, toutes les équipes. Mais pour moi, la dinguerie, elle est valable pour tout le monde. Non, mais sont même. Donc finalement, est-ce que si l'argument est réversible, l'argument est. Non, mais le statut de favori n'est pas le même. Un peu plus pour la France, par exemple, que pour l'Ukraine. On l'a expliqué. Quand Didier Deschamps fait l'état des lieux, on va dire, des saisons à rallonge. Il dit bien, c'est pour vraiment le top du top. Il se trouve que ça concerne quand même beaucoup plus les joueurs de l'équipe de France que les joueurs de l'équipe d'Ukraine. Donc, c'est pour ça, moi j'ai trouvé son interview, je suis assez d'accord avec Nico, moi d'habitude, c'est pas quelqu'un qui me passionne parce qu'on connaît les éléments de langage, ça fait combien de temps maintenant qu'on le pratique, donc il y a une espèce de truc, tu peux même anticiper ses réponses. Or là, j'ai trouvé qu'il te faisait rentrer par le menu, en fait, la difficulté de devoir être sélectionneur dans ces moments-là. Et avec la réduction des temps de préparation, il l'a même dit. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Le fait que tu divises par 2 le temps de préparation par rapport à quand il est arrivé en 2014. Aujourd'hui, en 2025 et à l'approche de 2026, tu vas avoir moitié moins de temps pour te préparer. Quand il y a un rassemblement, alors là, c'est même pas la peine de faire du travail tactique. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Il te dit un truc qui est très factuel, parce que là, il t'explique que le premier match, c'est l'Ukraine, qui est le plus gros morceau du groupe. Alors, les groupes sont accessibles. En attendant, c'est vrai, le plus gros morceau, c'est l'Ukraine. Donc, si d'entrée, tu te rates, déjà, tu pars avec un petit retard. Et puis, attention, il y a une chance pour le deuxième de se qualifier, c'est des groupes de 4, ce qui est quand même une aubaine. Mais derrière, tu te manges des barrages. Donc, parfois, ça passe, parfois, ça passe pas. Sachant que tu auras peut-être des reversés de la Ligue des Nations. statut un peu, parfois, avec l'équipe de France de foot. Sans paraître présomptueux. Vraiment, à chaque fois. Non, mais sans paraître présomptueux. Si l'Allemagne rencontre l'Ukraine dans le contexte qu'on connaît, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, vous dites quoi, l'avis des gens qui suivent le foot là-bas, ils vous diront, juste, on peut revenir 2 secondes, parce que c'était l'intitulé du truc, sur le thème marge. La marge, ça ne veut pas dire, oui, effectivement, si tu perds t'es dans le beau drap, si tu perds le match, oui, c'est arithmétique. Mais la marge, c'est quoi? La marge, c'est que tu peux, dans ce contexte-là, avec les joueurs que tu as et les joueurs qu'ils ont, battre l'Ukraine sans faire un grand match. Le terme marge renvoie à ça. Si jamais tu joues l'Ukraine, que tu gagnes petitement 1-0 parce que tes individualités qu'ils n'ont pas forcément te permettent de le gagner, ça s'appelle une marge. Et en plus, devant ces joueurs, il dit le contraire. Ça, c'est une marge, c'est ça. Pardon, c'est un bon argument ce que nous dit. Bernard, grâce à vous, j'ai découvert Yarmolenko, j'ai découvert il y a quelques années Konam Plianka. C'est vieux, regardez, ça vous fait plaisir. Je vous ai mis un petit trombinoscope, de joueurs qui vont jouer. Zabarny, qu'on va commencer à découvrir chez nous, Zinchenko, qu'on connaît un peu, Sudakov, Dovbyk, Yaremchuk. Qui est un bon joueur, très incertain. Vous voyez comme ça, là. Je vous ai mis ce petit trombinoscope-là. Est-ce qu'il y a un joueur à découvrir, à suivre, un joueur qui vous plaît particulièrement voilà. À titre personnel? Oui, pour nous. Zinchenko. Parce que Zinchenko. Ouais. Moi, c'est un joueur que je trouve génial, même s'il n'est pas dans sa meilleure forme de sa vie. Ouais. Parce qu'il a une conscience politique, parce que c'est un super joueur, il est polyvalent, et que je trouve qu'aujourd'hui, il symbolise très bien ce qu'est la réalité de
de l'Ukraine et des footballeurs ukrainiens. C'est-à-dire que ce sont des footballeurs militants. Voilà. Et moi, j'aime bien cette dimension-là. Et d'ailleurs, souvent, ils ont été plus performants en sélection. On a eu la chance sur la chaîne L'équipe d'avoir les qualifiers, plus les barrages, etc. Et souvent, on a eu l'équipe d'Ukraine dans des matchs assez invraisemblables. Je me souviens, je crois que c'était contre le dernier, c'était en juin. Le dernier en juin, alors c'était des barrages d'accession de relégation. C'était contre la Belgique. On a eu quand même la surprise, parce qu'on suit un peu plus la Belgique que l'Ukraine. Même si Bernard... Il y avait Rudy Garcia, ils ont pris 3-0 au match aller, puis 3-1. Voilà. Et puis ils ont perdu 3-0 au match retour. Donc, voilà. J'ai dit l'Australie tout à l'heure, c'était la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Ok, très bien. Et en plus, il a été impressionnant. Virginie a eu, on va dire, la même sensibilité que vous, Dave, dans votre débat, parce qu'elle s'est intéressée, vous êtes intéressée, Virginie, au match de rentrée qualificatif pour la Coupe du Monde. On a regardé, oui, avec Émile Gillet, comment ça se passe. Donc les tout premiers matchs de qualif en Coupe du Monde pour les Bleus, eh bien, mal. Voilà, la réponse est mal. Pour la Coupe du Monde 2022, le premier match, c'était aussi contre l'Ukraine, match nul 1 partout. En 2018, c'était contre la Biélorussie, pas de but inscrit, match nul, 0 partout. Pour 2014, la Coupe du Monde 2014, victoire de la France, 1-0 contre la Finlande. En 2010, défaite contre l'Autriche, 3-1. Et puis en 2006... 0-0 contre Israël. Ouais, une marge énorme. Hein. La France l'Ukraine est favori, a gagné. La France a passé ton côté militaire. T'exagères. La France a gagné 6 fois sur 12 contre l'Ukraine. 12 matchs au total, 6 victoires et tout ça. Les deux derniers matchs, à chaque fois, c'est un partout. Je crois que vous en avez parlé. On a les 2-1. J'ai relu du Vincent Deluc. Toujours bien, pour la culture générale. La route est longue. C'était en mars 2021. Vincent évoquait des bleus transparents et soporifiques dans un match. Ça nous rappelle parfois quelques soirées débriefs où c'est vrai qu'on voit les bleus de Deschamps, tout ça. Voilà. 6 mois plus tard, septembre 2021, déçu 5 sur 5. Vincent, la première période a été affligeante et la suite un peu meilleure. Bon, c'était pas vraiment difficile, nous dit Vincent. Et c'est vrai qu'avant le match, souvent, on a parfois des espoirs, choses comme ça. Puis parfois, sur le contenu, alors bon, il y a le calendrier, des choses comme ça. Parfois, on se dit... l'équipe de Deschamps, c'est quand même plus souvent une équipe... de tournoi ouais, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est souvent une équipe qui se révèle, qui se découvre. Ça fait longtemps, le tournoi... Non, ça fait longtemps. Non, les tournois, là, ils sont en demi-finale, mais ça fait longtemps qu'équipe de tournoi, on s'est un peu aussi embêté sur les derniers tournois. Ouais, non, mais je parle pas de ça, je parle du résultat. C'est-à-dire qu'au Qatar, à 10 cm, vous êtes champion du monde, quand même. Oui, quand même. Non, l'Euro 2024. Oui, l'Euro 2024, mais vous. Non, mais ça, je suis d'accord, on les a descendus, ils vont quand même en demi-finale. Si personne nous fait rêver, on dit personne nous fait rêver. L'Euro 2024, c'est un vrai laboratoire d'analyse de ce qu'on est en train de décrire de manière sous-jacente depuis le début de l'émission, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus une période de séquence internationale sur la saison où les mecs arrivent à peu près dans un état de forme qui leur permet de pouvoir performer en sélection. Ça, c'est vrai. Et donc, l'Euro 2024, il a mis en lumière le fait que, hormis l'Espagne qui était dans une phase de montée en puissance collective, avec des joueurs aussi plus jeunes, tout ça, mais ça ne va pas arriver tous les 4 matins. Non. Donc en fait, s'il faut espérer qu'il y ait une sélection, une nation à chaque compétition qui soit en capacité d'offrir du jeu, il y a un moment, il va falloir réfléchir aussi à la volonté globale de l'écosystème, de la FIFA, pour être très clair, de ne pas sacrifier sur l'autel du pognon et des clubs le football de sélection. Mais avec Infantino, on compense la faiblesse de la qualité de jeu, ou la perte de qualité de jeu, par le nombre de participants. Et on multiplie d'autant. Le jeu ne va pas être meilleur pour autant. Ah mais non, mais c'est... Si tu veux, c'est-à-dire à un moment, l'intérêt de la compétition, elle est moindre parce que le jeu est en train de s'effriter, pour pas dire s'effondrer. Mais en contrepartie, ils multiplient les petits pains en multipliant le nombre d'équipes. On va passer à 48, 60, 70 machin. Et donc, tu multiplies les droits télé, les rentrées, et tout va bien. Et ils envisagent une Coupe du Monde des clubs tous les 2 ans. Donc ça veut dire autant dire la préparation des sélections. Breaking news, un événement dans l'équipe du soir. Vous assistez à la première défaite de la saison de bravo Félix. Féfé. Ah ouais. Voilà. Le coup de théâtre. La France contre l'Ukraine. J'ai mis les ingrédients. La magie a fonctionné. C'est dingue. Dans quelques minutes, Félix Roy. Gagner en septembre. Félix Roy nous expliquera à Dave comment gagner un duel. Voilà. C'est le tuteur qui se fait tutoriser. Il va avoir beaucoup de familles devant le poste de télévision.